Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 234, 235 et 236 de notre chapitre 11, les solides, dans notre manuel Amplitude 1. Alors ce chapitre est assez grand et assez conséquent. Je vais donc le décomposer en plein de petites vidéos. Par contre, il sera vraiment primordial que vous étudiez bien tout le vocabulaire qui sera vu au fur et à mesure des vidéos. Si vous parcourez un peu votre chapitre, surtout dans la partie théorie à la fin du chapitre, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à savoir. Donc on ne va pas du tout attendre la fin du chapitre avant de commencer à étudier. Il s'agira donc d'étudier bien au fur et à mesure. Bon, commençons ce chapitre. Qu'est-ce que l'on va faire dans ce chapitre pour commencer? Eh bien, nous allons observer ces 8 objets. Et ces 8 objets, on va me demander de les classer en fonction d'un critère. Les objets qui roulent et les objets qui ne roulent pas. Donc vous allez marquer dans ce tableau les numéros des objets qui roulent et les numéros des objets qui ne roulent pas. Que l'on soit bien clair, on appellera objet qui roule tout objet qui contiendrait des faces arrondies. D'accord? Ensuite, nous allons répondre à ces deux petites questions. Les objets qui sont composés uniquement de faces planes sont appelés. Alors, plane, ça veut dire plat. Ça veut dire donc le contraire de arrondi. Donc les objets qui sont composés uniquement de faces qui ne sont pas arrondies, on les appelle comment? Et les objets dont au moins une face n'est pas plane, donc les objets dont au moins une face est arrondie, comment les appelle-t-on? Vous voyez que déjà, on commence à peine le chapitre et on va déjà enchaîner des mots de vocabulaire. Ensuite, point B, eh bien, on va vous demander de compléter ce petit tableau. Vous allez devoir mettre le numéro qui correspond au schéma qui est tracé ici, numéro qui est à voir justement ici avec les 8 solides qu'on vous donnait, et vous allez devoir déterminer le nom mathématique du solide. Alors attention, cet exercice n'est pas uniquement composé de ces deux solides, ça continue à la page suivante. Vous voyez, il y en a encore un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, et encore un là. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez maintenant essayer de réaliser cette première activité. Voilà, j'estime que vous avez réalisé cette première activité. Nous allons donc la corriger. Et donc, sans surprise, au niveau des objets qui roulent, nous avons mis l'objet numéro 1. Nous avons également mis l'objet numéro 7 qui avait des faces arrondies et l'objet numéro 8. Tous les autres sont composés de faces plates, donc de faces planes, et donc techniquement, ils ne vont pas rouler. Alors on me dit, les solides qui sont composés uniquement de faces planes sont appelés des polyèdres. Et les solides dont au moins une face n'est pas plane sont appelés des non-polyèdres. Autrement dit, la première chose que l'on va faire quand on va travailler avec des solides, c'est se dire, tiens, est-ce qu'on est avec des polyèdres ou est-ce qu'on est avec des non-polyèdres? Autrement dit, tout ce qui va contenir ne fût-ce qu'un tout petit bout, une toute petite face arrondie, c'est considéré comme non-polyèdre. Et dès que toutes les faces, absolument toutes les faces sont plates, alors on considérera que c'est des polyèdres. Vous allez voir que nous, majoritairement, on travaille avec des polyèdres, mais quand même, de temps en temps, on va travailler avec des objets comme l'objet numéro 1 ou l'objet numéro 7, qui sont des objets assez courants en mathématiques. Donc, polyèdre, non polyèdre, les deux premiers mots de vocabulaire à bien maîtriser. Ensuite, on va passer à ce premier schéma. Ce premier schéma qui correspond au dessin numéro 1, c'est ce qu'on appelle la sphère. D'accord? Ce schéma, qui est le numéro 6, c'est ce qu'on va appeler un prisme droit à base hexagonale. Alors, on n'a pas encore vu exactement la définition du prisme droit, ça va arriver. En tout cas, on se rend compte qu'il y a hexagonal ici. Hexagonal, ça fait référence à l'hexagone. Et vous pouvez repérer que ici en bas et ici au-dessus, nous avons effectivement des hexagones. Ce qui voudrait dire que cette partie-ci du dessus et cette partie-ci du dessous, c'est ce qu'on va appeler les bases, puisqu'on me dit ici que c'est des bases hexagonales. D'accord?
Donc, on va déjà garder en tête que ceci, c'est un prisme droit à base hexagonale. On va voir la définition du prisme droit dans quelques instants. Ceci, c'est ce qu'on appelle un prisme droit à base triangulaire. Alors attention, il n'est pas mis droit, il est couché, entre guillemets, mais on peut repérer que nous avons un triangle ici et un autre triangle là, d'où le base triangulaire. C'est évidemment le numéro 4. Grâce à ça, on pourrait peut-être déterminer un des critères qui me permet de vérifier si c'est un prisme. Eh bien, un des critères, regardez, l'hexagone ici, cette face hexagonale, elle est parallèle à la face hexagonale du dessus. Alors que la face triangulaire ici, elle est parallèle également à la face triangulaire. Donc, pour avoir un prisme droit, il suffirait d'avoir deux bases identiques, qui ont donc la même forme, les mêmes mesures, etc., et qui seraient parallèles. C'est pas tout. Pour avoir un prisme droit, on va se rendre compte que les faces qui relient ces différentes bases, donc les faces qui relient l'hexagone du dessus à l'hexagone du dessous, ce sont tous des rectangles. Et si je regarde ici, les faces qui relient le triangle de devant au triangle de derrière, ce sont tous des rectangles également. Eh bien voilà une deuxième condition, deuxième critère pour avoir un prisme droit. Les faces qui vont relier les bases, je rappelle les deux bases sont les deux formes qui sont les mêmes et qui doivent être parallèles, les faces qui vont relier les deux bases doivent être des rectangles. Alors passons au dessin suivant, ici c'est le numéro 2, celui-là on le connaît bien, c'est le cube. D'accord? On pourrait repérer que le cube c'est aussi un prisme droit, à base carrée techniquement, puisque on a une face carrée ici, une autre face carrée. Là vous allez me dire, mais monsieur, les faces, les deux bases, face du dessus, face du dessous, elles sont reliées par des faces qui ne sont pas des rectangles, qui sont des carrés. Mais le carré, c'est un rectangle particulier. Donc les faces latérales, donc les faces ici qui rejoignent la base du dessous et la base du dessus, ce sont quand même des rectangles. Avec la particularité évidemment que le cube, n'importe lesquels de ces paires de faces parallèles pourrait jouer le rôle de base. Ce qui n'est pas le cas du prisme droit à base triangulaire. Ici, on n'a pas le choix. La première base, ça doit être le triangle, la deuxième base doit être le triangle. Tout simplement parce que toutes les faces latérales, les faces qui vont relier les deux bases, doivent être des rectangles. Donc là, on n'a pas le choix. Celle-ci, comme c'est un triangle, ce n'est pas un rectangle, ça ne peut pas être une face latérale. Mais ici, dans le cube, n'importe quelle position du cube, on pourrait bouger, pivoter le cube dans n'importe quelle position, ou alors se décider et dire que la face de gauche et la face de droite, ce sont les bases, ou dire que la face avant et la face arrière, ce sont les bases, ou dire que la face du dessus ou la face du dessous, ce sont les bases, ça va fonctionner. Alors, le 5, on le connaît bien aussi, c'est le parallélépipède rectangle. Alors, le parallélépipède rectangle, c'est aussi un prisme droit. En fait, à première vue, on pourrait se dire, ben oui, d'office, ça doit être ce carré-ci et ce carré-là qui vont être les bases. Eh bien, en fait, on a le choix. On a totalement le choix ici. Ben, pourquoi? Vous allez me dire, ben, monsieur, non, vous avez dit que c'était toutes les faces qui rejoignaient les deux bases devaient être des rectangles. Donc, les rectangles, ils sont là, c'est la face avant, la face arrière, la face du dessus, la face du dessous. Et donc, forcément, la face de droite et la face de gauche qui sont les carrés, ça doit être les bases. Oui, mais je vous rappelle que le carré ici et le carré là, eh bien, un carré, c'est un rectangle aussi. Donc, je pourrais très bien dire que la base, c'est le rectangle du dessous et la base qui lui est parallèle, c'est le rectangle du dessus. Et la face avant, la face arrière, la face de gauche, la face de droite, c'est quand même des rectangles. Donc, en fait, malgré ce qu'on pourrait croire, le parallélépipède rectangle, on peut choisir n'importe quel côté comme étant des bases. Évidemment, n'importe quel côté, n'importe quelle face parallèle. Hein. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse attention parce que là, je viens de faire une erreur, je viens de parler de côtés, mais ce n'est pas des côtés. Les côtés, c'est les côtés d'une figure en deux dimensions. Ici, moi, je parle bien de face.
Donc, on va essayer de différencier les côtés, par exemple, les côtés de la face avant, les côtés du rectangle, et la face avant, ce qu'elle est par rapport au polyèdre. Et alors, on a les trois derniers. Eh bien, celui-ci, une sorte de cuberdon, c'est le numéro 8, c'est ce qu'on appelle un cône. On a ici un objet que l'on connaît bien, c'est le numéro 3, c'est la pyramide à base carrée. Monsieur, pourquoi base carrée? Pas simplement parce qu'une pyramide n'est pas obligée d'avoir une base carrée. On pourrait avoir une base triangulaire ou une base hexagonale. On verra également quels sont les critères pour avoir une pyramide. Et le dernier, le septième, c'est ce qu'on appelle le cylindre. On va repérer quand même que le 7, le cylindre, le 8, le cône et le 1, la sphère, ce ne sont pas des polyèdres. Je vous rappelle que les polyèdres, c'est les solides composés uniquement avec des faces planes. Donc la sphère, le cône et le cylindre ont des faces arrondies. Ce sont donc des non-polyèdres. Voilà. Donc on vient de faire la première activité. Vous allez maintenant essayer de réaliser le premier exercice. Et là, dans le premier exercice, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de vocabulaire et qu'on a tendance, comme je l'ai fait tout à l'heure, à parler mal. On comprend ce qu'on raconte, mais on n'utilise pas les mots de vocabulaire adéquats. Donc on va essayer de faire attention dans cette vidéo, d'utiliser les bons mots de vocabulaire pour désigner les choses exactes dont on parle. Donc, est-ce que je parle de ce point? Est-ce que je parle de ce segment? Est-ce que je parle de cette figure ici qui est mise en bleu? Est-ce que je parle de toute la forme? On va voir, chaque chose a un mot de vocabulaire. Donc, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants quand vous avez réalisé l'exercice numéro 1. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'exercice numéro 1. Nous allons donc maintenant le compléter. Et donc, nous allons donc faire très attention à partir de maintenant aux mots de vocabulaire que nous allons utiliser pour désigner différents objets géométriques. Le numéro 1, c'est ce qu'on va appeler dans le solide, dans ce polyèdre, c'est ce qu'on va appeler une arête. Autrement dit, quand je parle d'un côté du carré, si on prend la face du dessus, on va dire que c'est un carré. Et donc, le 1, ce serait le côté du carré. Mais quand on est dans une figure en 3 dimensions, puisque le carré, c'est une figure à plat, en 2 dimensions, quand on est dans une figure à 3 dimensions, on ne parlera pas de côté de la figure, on parlera de l'arête de la figure. D'accord? Et donc ici, la flèche numéro 1 désigne une arête du cube, puisque c'est un cube. D'accord? C'est marqué ici dans l'énoncé. Elle se nomme EH. C'est un segment, l'arête. Okay? Comme un côté. Comme si je parle maintenant du carré EHGF, alors du coup, ceci, le 1, ça devient un côté et c'est toujours un segment. Donc ça s'écrit avec les notations du segment. Il va bien falloir maîtriser les notations du segment. C'est bien crochet EH, fermez le crochet. La flèche numéro 2, ça désigne un sommet du cube. D'accord? Ça, c'est pareil. Le sommet du carré ou le sommet du cube, c'est le même mot. Ça se note A. Ben oui, c'est un point, un sommet c'est un point, et un point c'est une lettre majuscule. La flèche numéro 3, ça désigne ce que j'ai dessiné en bleu. Ce que j'ai dessiné en bleu, c'est une surface. Et cette surface, c'est ce qu'on appelle tout simplement une face du cube. Et une face du cube, c'est une forme à plat, une forme en 2 dimensions. En l'occurrence, dans un cube, cette face ici, ce serait un carré. Donc, la flèche numéro 3 désigne une face du cube. Elle se nomme, eh bien, BCGF. Bon, on aurait pu l'appeler BFGC. C'est un carré. Vous savez comment nommer un carré. On peut partir de n'importe quelle lettre et on va faire le tour de la figure. Donc, on peut partir de la lettre G, faire GFBC ou partir dans l'autre sens, GCBF. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire GFCB. J'ai croisé par au-dessus de la figure. Je dois toujours faire le tour de la figure quand je donne ces lettres. Donc, c'est une face, et cette face donc, du polyèdre, cette face du cube, c'est en même temps ici un carré.
c'est ce qu'on va me dire juste après, dans ce cube, toutes les faces représentées sont représentées par des carrés. Ces faces sont donc superposables, c'est-à-dire isométriques. Isométrique, ça veut dire de même mesure. Quand vous avez un cube, toutes les faces qui représentent tous des carrés, toutes les faces qui sont représentées par des carrés, sont toutes de même mesure. Toutes les faces font les mêmes dimensions. C'est pour ça que c'est un cube. Bon, on avait des petites questions par rapport à ceci qui se trouvent à la page suivante. Je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à ces questions. Vous voyez, compare la longueur des diagonales des faces de ce cube, compare la longueur des segments BH, AG, EC et DF. Ces 4 segments sont appelés les du cube. Ok. Et donc ici, on a amplix qui vous dit que en grec, poly, ça signifie plusieurs et èdre, base ou assise. Donc, quand on parle d'un polyèdre, on parle de quelque chose, d'une figure qui a plusieurs bases. Et tant qu'on sera dans la foulée de cet exercice, vous allez enchaîner l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 2 me dit observe le solide ci-dessous et réponds aux différentes questions qui te sont posées. Donc on vous dit quelle est la nature de ce solide, autrement dit est-ce qu'il a un nom, etc. Quel est son nom, voilà. Combien a-t-il de sommets? Il faudra compter. Quelle est la nature de ses faces? D'accord. La nature du solide, c'est ça, mais la nature de ses faces, c'est pas la même chose. Je ne vais pas trop détailler pour ne pas vous donner de réponse. On va faire ça dans 30 secondes. Combien a-t-il de faces? Combien a-t-il d'arêtes? Combien a-t-il d'arêtes partant de chaque sommet? Vous voyez qu'on utilise quand même des mots face, arête, sommet. On utilise quand même pas mal de mots de vocabulaire. Et on fera également l'exercice 3 qui va déborder un tout petit peu sur la page 237. Mais bon, on va faire l'exercice 3 en entier. On me dit, voici une série de prismes droits, nomme-les au moyen de leur base et représente sur chaque prisme une base en bleu. Donc voilà, on a un prisme droit à base. Là, il faudrait expliquer, compléter. Hein. Prisme droit à base, machin, prisme droit. Alors on me dit, compare les bases d'un prisme droit. Les deux bases d'un prisme droit sont il faudra compléter. Et alors on a les questions suivantes ici. Quelle est la nature des faces latérales d'un prisme droit? Si vous avez été bien attentif à ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous le savez déjà. Sur chacun d'eux, colorie une face latérale en vert. Avec les informations que tu as récoltées, donne la définition d'un prisme droit. Je vais donner tous les éléments juste avant de faire l'exercice 1. Donc si vous avez été bien attentif, vous allez savoir répondre à cette question. Caractérise sa hauteur. Voilà, on aura quelque chose à dire par rapport à la hauteur. Colorie dans chaque prisme droit une hauteur en rouge. Il s'agit bien de une hauteur parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Voilà. Je vais vous demander maintenant de mettre la vidéo en pause et quand vous avez fini ces deux exercices, vous relancez la vidéo et on corrige. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons corriger ici. On me dit, compare la longueur des diagonales des faces de ce cube. Elles sont toutes de même longueur vu qu'il s'agit de faces carrées isométriques. Oui, toutes les faces sont des carrés et tous les carrés sont les mêmes. Et donc, chaque fois que je vais tracer des diagonales, même si sur le dessin qui est dessiné entre guillemets en 3 dimensions, je ne peux pas mesurer sur mon dessin qui est dessiné en 3D ici. Et donc, comme je sais que toutes les faces vont être les mêmes carrés, forcément, elles vont avoir chaque fois les mêmes longueurs de diagonale. Donc, facile. Compare les longueurs des segments BH, AG, EC et DF. Alors, BH, vous voyez, c'est relié ici. AG, c'est relié de point GH. Donc, on va relier les diagonales du polyèdre. EC, pareil, EC, on vient de la face avant ici jusqu'à la face arrière. Et DF, de la face arrière jusqu'à la face avant. Quand on va comparer ces longueurs, qu'est-ce qu'on va dire? Ces segments sont tous de même longueur. Et ces 4 segments sont, comme je l'ai dit, les diagonales du cube. Alors vous voyez tout de suite les confusions qui vont arriver. On parle de diagonale du cube, donc ce sont les segments qui vont croiser par l'intérieur du cube, entre guillemets. Il ne faudra pas confondre ça avec les diagonales des faces, qui elles vont relier, par exemple, EB c'est la diagonale de la face avant, mais EC c'est la diagonale du cube.
Parce qu'en fonction de l'accompagnement du mot diagonale, ça ne veut pas dire la même chose. Si on parle de diagonale de la face ou de diagonale du cube, ça ne signifie pas la même chose. Ok, passons maintenant à l'exercice 2. Observe le solide ci-dessous et réponds aux différentes questions qui te sont posées. Quelle est la nature de ce solide? Ce solide, il est composé uniquement de faces plates, pas de faces arrondies. C'est donc un polyèdre. Okay. Quel est son nom? Ce polyèdre a 8 faces. Chacune de ces faces, c'est un triangle. C'est ce qu'on appelle un octaèdre. C'est l'équivalent, entre guillemets, de l'octogone, mais en 3 dimensions. Alors, quand on travaillait avec des figures en 2 dimensions, des figures des figures planes, on mettait le préfixe octo, hexa, penta, et on suivait par gone, qui voulait dire côté. On va faire le même principe maintenant, sauf que le préfixe va être suivi de èdre, puisqu'on va être en 3 dimensions. Donc, on va avoir ici un octaèdre. D'accord? On aurait pu avoir un dodécaèdre, ok? Donc, c'est comme le dodécagone, mais entre guillemets en 3 dimensions. Dodécagone, c'est 12 côtés, donc un dodécaèdre, ça signifierait avoir 12 faces. Alors, combien y a-t-il de sommets? Les sommets, il y en a 4 ici, plus celui du dessus, plus celui du dessous, il en a donc bien 6. Quelle est la nature de ces faces? Je l'ai dit, ce sont des triangles. Combien a-t-il de faces? Il a 8 faces, ok? Puisque, en fait, si je coupe ce polyèdre en 2, horizontalement, en fait, j'ai 2 pyramides à base carrée. Chacune des pyramides va avoir 4 faces latérales. J'ai 4 faces au-dessus, 4 faces en dessous, ça fait 8 faces. Combien a-t-il d'arêtes? Combien a-t-il d'arêtes? Là, on peut déjà dire, voilà, on va compter ici les arêtes qui vont vers le sommet. Il y en a 4 sur le dessus et il y en a 4 sur le dessous. Et puis, on a une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes qui font la périphérie. Est-ce que vous avez repéré que dans ce dessin, vous avez certaines arêtes qui sont dessinées en pointillés? Eh bien, les arêtes qui sont dessinées en pointillés, ce sont les arêtes de l'arrière. Ce sont les arêtes que l'on ne voit pas. Et donc, ça veut dire que ceci, c'est l'arête à gauche, ça, c'est l'arête à gauche, mais en arrière, ça, c'est l'arête horizontale de l'arrière, ça, c'est l'arête à gauche, à l'arrière, mais sur le bas. Donc, 12 arêtes. Les 4 qui vont vers le sommet du bas, les 4 qui vont vers le sommet du haut, et les 4 qui font le tour ici. Ce tour ici étant en fait un carré. Combien y a-t-il d'arêtes partant de chaque sommet? Eh bien, il y a 4 arêtes qui partent de chaque sommet. Ici, regardez. 1, 2, 3, 4. OK? Et de part du sommet F, 1, 2, 3, 4. 4 arêtes qui partent de chaque sommet. OK. Donc, vous voyez, on commence quand même à avoir des choses un peu techniques. Il faudra maîtriser les mots de vocabulaire. Regardons maintenant les prismes droits qui sont donnés ici. Alors de prime abord, vous allez peut-être me dire, monsieur, cette forme-là qui a été représentée, je peux peut-être la mettre sans les couleurs. Vous allez peut-être me dire, monsieur, c'est pas un prisme droit, parce que ici, c'est pas un rectangle. Vous avez dit qu'il fallait des faces et des rectangles. Du coup, oui, c'est pas un rectangle, c'est un triangle. Et du coup, si c'est un triangle, ça ne peut pas être une face latérale, donc c'est forcément la base. Donc ça, c'est la base, et ça, c'est la base. Donc on a une face ici, une face ici, et une face à plat. Donc, ceci, ça va être un prisme droit à base triangulaire, puisqu'il a 2 bases qui sont des triangles. Ici, on a un prisme droit à base carrée, qu'on appelle aussi cube. Et il a 6 faces. Si on avait 6 côtés, on aurait parlé d'un hexagone dans les figures à plat, en 2 dimensions. Là, on a 6 côtés dans les figures en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle un hexaèdre. Et en plus, toutes ces faces sont les mêmes, donc c'est un hexaèdre régulier. Et ici, on a un prisme droit à base rectangulaire, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. Il faudra connaître ces mots de vocabulaire. Alors, compare les bases d'un prisme droit. Les 2 bases d'un prisme droit sont parallèles et isométriques. Je rappelle, isométrique, ça veut dire de même mesure. C'est ce que je vous ai expliqué. Pour avoir un prisme droit, la première condition, c'est avoir 2 bases parallèles qui sont exactement les mêmes. Donc les mêmes formes, les mêmes mesures, elles sont isométriques.
Ok, on continue. Quelle est la nature des faces latérales d'un prisme droit? Sur chacun d'eux, colorie une face latérale en vert. Les faces latérales d'un prisme droit sont des rectangles. C'est ce que je vous ai expliqué. Obligatoirement, pour avoir un prisme droit, il nous faut des faces rectangulaires. Alors, on a dessiné, on a colorié cette face-ci en vert, ici cette face-ci et ici cette face-ci. Vous allez dire, monsieur, mais ceci c'est un carré, c'est pas un rectangle. Je vous rappelle, les amis, que un carré c'est un rectangle particulier. Donc, quand on a un carré, c'est considéré comme un rectangle. Avec les informations que tu as récoltées, donne la définition d'un prisme droit. Le prisme droit, c'est un polyèdre qui a deux bases parallèles et isométriques et dont les faces latérales sont des rectangles. Donc il faut dire quoi? Il faut dire déjà qu'il n'a pas de face arrondie, donc c'est un polyèdre. Il faut dire qu'il y a deux faces qui sont exactement les mêmes, qui sont parallèles et de même longueur. C'est les fameuses bases, deux bases parallèles et isométriques. Et il faut dire que toutes les faces qui relient les deux bases, ce qu'on appelle les faces latérales, il faut dire que ce sont des rectangles. Vous voyez, déjà dans cette définition, on a déjà plein de mots de vocabulaire. Il faudra les maîtriser obligatoirement. Caractérise sa hauteur. Alors, regardez bien. La hauteur d'un prisme droit, c'est la longueur d'un segment qui joint perpendiculairement les deux bases. Il s'agit donc d'une arête latérale. Ici, la hauteur, c'est quoi? Eh bien, regardez, ce qu'ils ont dessiné là, eh bien, ce n'est pas la hauteur. Ce n'est pas la hauteur du prisme. Parce que la hauteur du prisme, ça c'est la hauteur. Ici, ils ont dessiné la hauteur du triangle. C'est quoi, monsieur, la différence? Ben, la hauteur du prisme, c'est le segment qui rejoint les deux bases. Ce segment-là ne rejoint pas les deux bases. Par exemple, ce segment-ci rejoint les deux bases. Ce segment-ci rejoint aussi les deux bases. Ce segment-ci rejoint les deux bases. Donc, il va falloir faire gaffe. La hauteur du prisme ou la hauteur d'une des faces, c'est pas la même chose. C'est comme les diagonales. Il va falloir donc vraiment faire attention. Ici, on peut colorier celle-ci. Comme chacune des paires de faces parallèles peut jouer le rôle de base, ici, on ne peut pas se tromper. On peut colorier ce qu'on veut dans un cube, c'est toujours une hauteur. Et ici, il n'y a pas moyen de se tromper non plus. Ben, si on a choisi par contre, oui, bon, il n'y a pas moyen de se tromper, mais en fonction des bases qu'on a choisies, là, une fois qu'on a choisi que c'était cette base-là en bleu, il faut faire forcément cette hauteur-ci. Ou alors, on pouvait la dessiner ici, ou ici, ou ici. Ici, on a choisi la face avant comme étant une des bases, donc on n'a pas le choix. C'est soit cette hauteur-ci, soit cette hauteur-ci, soit cette hauteur-ci, soit la hauteur qui serait là qu'on ne verrait pas. D'accord? Donc là, ce n'est pas correct. Ils ont dessiné la hauteur d'une base, ce n'est pas la hauteur du prisme. Et on me dit colorie dans chaque prisme droit, là, une hauteur en rouge. Ben voilà, ici, ça, c'est pas ça qu'il faut avoir dessiné. Il faut avoir colorié, par exemple, ce segment-ci, ou alors ce segment-ci, ou alors ce segment-ci. Donc, on a dessiné une base à chaque fois en bleu, une face latérale en vert, et la hauteur, ou une hauteur, parce que vous voyez qu'il y en a plusieurs, en rouge. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. On a vu quand même pas mal de mots de vocabulaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez aller étudier ces mots de vocabulaire et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très très bientôt. À la prochaine!